Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur une table ronde à l'initiative de la CFTC sur l'inaptitude au travail. Pourquoi ? Parce que vous avez dû entendre parler d'une petite réforme sur la retraite qui nous dit qu'il va falloir travailler encore plus longtemps. Et sur des métiers comme ceux qu'on a présents au salon aujourd'hui, 67, 60, 64, 67, ça a un impact qui n'est pas négligeable. Et quand on parle d'inaptitude, souvent on pense prévention. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites, et heureusement, sur la prévention. Mais quand on connaît les réalités du secteur, l'inaptitude, la réalité de l'inaptitude, c'est aussi des salariés qui se retrouvent du jour au lendemain sans revenus. C'est-à-dire qu'elles ont suivi le processus d'inaptitude. On leur a expliqué que par rapport à leurs problématiques physiques, elles n'allaient pas pouvoir aller jusqu'au continuer leur travail parce que le dos, l'épaule, etc. On est sur des métiers où les troubles musculo-squelettiques sont très, très importants. Et un jour, on vous dit, le médecin du travail vous dit, en fait, la seule solution pour vous, c'est d'être reconnu inapte. Et très souvent, pour les salariés du secteur, être reconnu inapte, ça veut dire je vais bénéficier d'une rente à vie et je vais avoir un revenu qui va me permettre de vivre. La réalité, c'est pas ça. L'inaptitude, concrètement pour le salarié qui est reconnu inapte, ça veut dire qu'il quitte son entreprise avec des indemnités de départ au prorata de son ancienneté, avec un petit bonus d'1 ou 2 mois sur le fait qu'il est, si c'est une inaptitude professionnelle, voilà. Mais après, ça s'arrête. Il y a peut-être des indemnités chômage, mais il n'y a pas une rente, il n'y a pas une pension. Donc, il faut vraiment que l'inaptitude, ça reste la dernière des dernières options. Et à la CFTC, donc je vais laisser les uns et les autres se présenter. J'ai invité pour vous aujourd'hui un certain nombre de professionnels du secteur et des problématiques de l'inaptitude. Et la solution que nous, on préconise au niveau de la CFTC, elle se situe entre les discours que vous allez entendre, qui sont réels. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui existent. Et juste avant l'inaptitude, qu'est-ce qu'on peut faire quand je me rends compte que physiquement, je ne peux plus, ou quand je me rends compte que j'ai un salarié qui ne pourra pas être maintenu dans son poste de travail, quelle alternative j'ai et pour nous, c'est le projet de transition professionnelle. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais laisser les uns et les autres se présenter. Je suis désolée, j'ai commencé, le sujet me tient à cœur sans me présenter. Aline Mougenot, je suis secrétaire fédérale adjointe à la Fédération CFTC Santé Sociaux, en charge de tout le secteur du domicile, que ce soit en termes de négociation, en termes d'accompagnement des salariés ou des entreprises. Le secteur du domicile, c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que je suis aidante familiale et je gère l'accompagnement pour ma maman, et heureusement que j'ai des professionnels qui sont là pour la prendre en charge et me permettre d'être là aujourd'hui. Donc c'est autant, une expérience professionnelle et personnelle. Donc sont avec moi un certain nombre de personnes. Je vais les inviter à se présenter parce qu'elles le feront mieux que moi. Heidi, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde. Heidi Kouati, donc je suis chargé de mission au sein de la DRIES. Je pense que la DRIES, peut-être certains ne connaissent pas, donc c'est
un service déconcentré du ministère du Travail, hein, pour être clair. Et donc, dans le ministère du Travail, vous savez, il y a effectivement deux pôles, le pôle emploi et le pôle l'inspection du travail. Alors, me concernant, je suis sur le pôle emploi. Ah, donc, je vous expliquerai effectivement ce que nous faisons par rapport à la thématique qui va vous être, qui a été énoncée par Madame Mougenot. Merci. Merci. Bonjour à tous, donc moi je suis Sandrine Abou-Badrapoli, je suis directrice de l'ARACT Île-de-France. Alors l'ARACT, c'est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Alors on est un établissement public national, mais qui a des agences dans chaque région qui interviennent sur l'amélioration du travail et l'accompagnement de ces transitions. Et on accompagne au plus près les entreprises, les TPE-PME en particulier, sur tous les secteurs, mais bien sûr sur celui des services d'aide à domicile. Et donc je vous en parlerai dans un instant. Bonjour à tous, je suis Véronique Davant, la présidente du syndicat des particuliers employeurs. Je suis une ancienne avocate spécialiste de droit du travail et j'ai également, pendant 20 ans, siégé au Conseil des prud'hommes de Nancy et de Paris, ce qui me permet de connaître un peu tout ce qui concerne soit le conseil, soit le contentieux, en lien avec la relation de travail entre le particulier employeur et son salarié. Le sujet que Madame Mougenot veut aborder est un sujet passionnant, puisque l'inaptitude au travail concerne non seulement le monde de l'entreprise, donc les salariés qui travaillent au domicile par le biais des entreprises, mais également aussi entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Merci Véronique. Patrice, on ne te présente plus, mais fais-le quand même. Si, c'est pas parce qu'on se connaît depuis longtemps, Aline, que non. Donc je suis Patrice Degnaud, fondateur des réseaux Maisons et Services Nounou Adom et Vivre Adom en ce qui concerne le champ des services à la personne. Et donc je suis là en tant qu'employeur et pour parler de la vue de l'entreprise. Oui, mais tu étais très impliqué sur la mise en place des services à la personne. Et voilà, c'était aussi ça. Tu veux parler de mon grand âge, c'est ça. Non, ton expérience. Monsieur Ndiaye, je vous laisse vous présenter également. Bonjour à tous, merci. Je m'appelle Albouri Ndiaye, je suis docteur en sociologie et je suis également directeur de la plateforme CAP 92, comme vous le savez, qui est un réseau d'entreprises de services à la personne sur les Hauts-de-Seine. On existe depuis 11 ans. Et on accompagne les structures à se moderniser, à se professionnaliser, à se développer. Et l'inaptitude au travail, la qualité de vie au travail est un des axes hyper importants dans notre projet associatif. Et nous serons ramenés à en parler tout à l'heure à travers des actions concrètes que nous mettons en place sur le territoire des Hauts-de-Seine. Il faut bien mettre le micro là quand vous parlez. Vraiment. Merci à tous les 5 d'avoir accepté d'être présents. Peut-être une présentation qui m'a été envoyée. Alors, si je maîtrise le sujet, je devrais... Donc, les modalités d'accueil, je vais vous laisser du coup intervenir et... normalement, je devrais réussir à passer à la slide suivante. Ah. Merci. Avant que je vous détaille, il faut absolument que vous compreniez comment, en Île-de-France, on accompagne les structures des services à la personne. Alors, c'est un historique que je vais vous faire très vite, mais pour que vous puissiez effectivement saisir le mode d'organisation qu'on a mis en place. Sur l'Île-de-France, on a effectivement, la DRIETS a financé la mise en place de plateformes services à la personne. Donc, comme vous pouvez le constater, depuis de longues années, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi on le fait? Parce que, comme vous le savez, les structures SAP, aussi bien secteur associatif que secteur marchand, sont éclatées, nombreuses, depuis la loi Borloo. Je pense que vous êtes au courant, effectivement, que la loi Borloo a ouvert le champ des SAP. Et donc, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on puisse accompagner la structuration du secteur au niveau des territoires. Et donc, on a financé la mise en place de plateformes. Alors, ces plateformes, vous les avez ici. Donc, elles existent depuis de longues années, depuis les années, tenez-vous bien, depuis 1998, donc c'était même avant Borloo, on a commencé à se dire qu'il faut absolument organiser le secteur. Et donc, dans chaque département, vous avez ici, sur Paris,
une plateforme qui s'appelle EPEC 75. Vous avez sur le 77-91 qui regroupe les deux départements une autre plateforme. Sur le 78, le 92 qui va vous être présenté par effectivement M. Ndiaye, et le 93 et le 95. Et donc on a eu cette chance d'avoir 6 plateformes qui fonctionnent sur le champ des SAP. Et tenez-vous bien, donc lorsque l'ancienne ministre, Mme El Khomri, a réfléchi comment accompagner les structures du champ médical, socio-médical, elle est venue effectivement voir comment ça fonctionnait en Île-de-France. Et donc c'est à partir de l'expérience de l'Île-de-France que la CNSA a lancé un appel à projet sur le champ de l'autonomie. Il se trouve que nous avions une avance, nous avions une avance en termes de partenariat, en termes de réseau, en termes d'animation. Et c'est toutes ces questions-là, effectivement, étaient déjà mises en place par les plateformes pour accompagner les dirigeants et les salariés sur le champ RH, sur le champ formation, sur le champ numérique. Et donc, un certain nombre de ces structures sont devenues autonomie. Alors, quelles sont les missions et quels sont les objectifs des plateformes? Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, donc structurer le secteur, les secteurs, champ SAP et champ médico-social, professionnaliser et accompagner les dirigeants des structures sur tout ce qui est gestion effectivement de prévention, effectivement de l'évolution professionnelle, développer des actions de recrutement en matière et en COVICT. Et les objectifs, vous les avez ici, donc accroître la satisfaction des bénéficiaires, favoriser le gain de temps des encadrants, et bien sûr sur la question du recrutement, et développer le nombre d'interventions et le chiffre d'affaires des structures. On peut passer à la suivante? Oui, bien sûr. Je voulais simplement souligner que, comme quoi, on oppose très souvent le secteur associatif et les entreprises. On peut travailler ensemble et c'est ce qui se passe sur les plateformes. Tout à fait. Donc les plateformes ne font pas de distinction, c'est une adhésion. Ils ne font pas de distinction. Il y a même des CCAS. C'est pour vous dire, Bien les sûr. CCAS relèvent quand même des collectivités. Et je crois effectivement que vous êtes au courant que le champ des SAP et du médico-social, c'est le taux de sinistralité le plus élevé, toutes branches confondues. Bien plus que le bâtiment, bien plus que la sidérurgie, bien plus que l'hôtellerie-restauration. Donc ce n'est pas nouveau. Cette question-là, on l'a abordée, Madame Mougenot, on l'a abordée depuis de longues années. Et donc, d'où l'intérêt pour nous, effectivement, d'avoir ces plateformes qui sont un vecteur. Quand vous connaissez le nombre de structures SAP sur l'Île-de-France, vous voyez bien qu'on ne peut pas accompagner entreprise par entreprise, association par association. Nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas les moyens. Donc les plateformes sont un vecteur au niveau des territoires. Alors je reviens sur l'organisation. On peut encore? Alors vous avez 3 plateformes qui sont restées SAP. Elles n'ont pas eu le label ou l'agrément de la CNSA. Vous avez CAP 92, ici présenté par M. Ndiaye. Vous avez Evolia dans le 93 et vous avez l'EPEC sur le 75. Donc ils sont sur le champ SAP. Ils n'ont pas eu l'agrément. Et les ressources qui vont avec la CNSA, c'est donc des moyens très importants sur le champ médico-social. Et nous avons effectivement donc 4 plateformes qui étaient, plutôt 3 plateformes qui étaient SAP et qui ont eu effectivement l'agrément de la CNSA et donc qui sont devenus sur le champ médical. Vous avez donc une plateforme qui travaille sur le 91 et le 77. Vous avez une autre plateforme sur le 94 et vous avez une plateforme qui travaille effectivement, travaille sur le 78, mais en accord avec le département. Ils ont validé le fait qu'ils travaillent en complément de ce que fait M. Ndiaye sur le champ médical dans le 92. Donc voilà le mode d'organisation qu'on a mis en place sur l'Île-de-France. On peut passer à la flash suivante? Oui, je voulais juste, si vous le permettez, du coup, M. Ndiaye, c'est pas parce qu'on n'a pas la reconnaissance de l'autonomie qu'on ne peut rien faire. Oui, c'est vrai, d'autant plus qu'on était sur le terrain depuis, comme l'a rappelé M. Kouati, depuis des années. Et puis nous, on a fait le choix d'être SAP parce que SAP, ce sont les services à la personne.
et c'est beaucoup plus extensif que autonomie. Autonomie, c'est soumis parfois à la météo, on va dire, institutionnelle. Ça peut changer, ça peut s'appeler aujourd'hui autonomie. Dans 5 ans, ça va changer, ça va avoir un autre nom. Mais service à la personne, c'est très intégrateur et ça ne va pas bouger parce que ça inclut à la fois la petite enfance, les prestations de confort, ménage et repassage. Je parle sous le contrôle de monsieur. Ça inclut aussi l'aide et le maintien à domicile. Donc c'est beaucoup plus extensif et beaucoup plus englobant que autonomie. Merci. On peut passer à la chose suivante parce que là je vous l'ai fait nuancer, donc les 4 formes qui ont été recrutées. Alors, que se passe-t-il sur effectivement la dimension prévention? Comme je vous l'ai dit, donc les plateformes, c'est un outil pour les services de l'État. Hein. On les finance. Et sur la question de la qualité de vie au travail, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et donc, nous avons construit avec l'ARACT, ici présent, des outils, une méthodologie pour accompagner les salariés et les dirigeants à prendre en compte la notion de qualité de vie au travail qui, bien évidemment, reprend toutes les thématiques d'organisation du travail, de prévention et effectivement toutes les questions qui peuvent impacter l'usure professionnelle, hein, pour effectivement faire le lien avec ce qu'effectivement va dire Madame Mougelot. Donc là, ces 3 outils qui ont été mis en place par un cofinancement très important, puisqu'on a construit ces 3 outils avec le soutien de l'OPCO. Alors l'OPCO santé, pas l'OPCO-OP, pour des raisons historiques. Donc l'OPCO santé, effectivement, s'est intéressé plutôt sur le champ médico-social, mais ces 3 outils-là ont été élargis au SAP, au service donc du SAP, donc les associations et les entreprises. Et ces 3 outils, vous les avez ici. Donc un outil de positionnement, un MOOC. Je pense que vous avez effectivement donc une lecture de ce que c'est un MOOC, qui sera composé de 3 modules, visant à sensibiliser les salariés. Et enfin, ce qu'on appelle un e-learning, un module de e-learning, effectivement, qui est une formation à destination des dirigeants et des encadrants. Alors je tiens à rappeler que le premier outil positionnement, ça suppose qu'il y ait du dialogue social. Hein, c'est important, on ne va pas se positionner sans en discuter avec les partenaires sociaux. Pour le détail, donc, je vais laisser la parole à Sandrine, qui va vous donner effectivement ces modalités et d'autres modalités qu'on a mis en place sur la question de la lutte contre les sinistralités de votre secteur. Merci pour ces précisions. Et effectivement, si on peut avoir un peu plus de détails, l'ANACT est un acteur incontournable et on sait que vous faites un certain nombre de choses sur la prévention au niveau de l'inaptitude. Pourtant, au quotidien, on a toujours, et ce n'est pas les professionnels qui sont là, qui vont dire le contraire, des salariés qui sont en inaptitude. Donc, merci de nous présenter déjà ce qui existe, et puis on va voir comment on peut aller encore plus loin. Absolument. Alors merci effectivement pour cette invitation. Alors Eddy le disait très bien, c'est vrai qu'on accompagne grâce au soutien du ministère du Travail le secteur des services à la personne depuis plus de 10 ans. Et comment on travaille en fait? On expérimente avec des structures, on teste des choses, on capitalise finalement les enseignements qu'on en tire et ensuite on diffuse largement. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, après 10 ans, on est vraiment dans cette phase où toutes les méthodes, les approches, les outils qu'on a produits, il y en a beaucoup et je vous invite à aller regarder sur le site de l'ANACT, il y en a beaucoup qui sont produits pour le secteur des services à la personne et que dont vous pouvez d'ores et déjà vous emparer. Et notamment les 3 outils que citait Eddy, j'y reviendrai. Alors pourquoi travailler sur l'amélioration des conditions de travail? Ça peut avoir c'est un outil intéressant et puissant pour prévenir les risques d'inaptitude et prévenir finalement la désinsertion professionnelle, parce qu'en fait c'est agir au quotidien sur les conditions de travail et sur des objets très concrets sur lesquels vous avez en tant que dirigeant ou en tant que salarié la main
finalement. Alors voilà, c'est des objets très concrets. C'est quel outil on utilise au quotidien, quel outil numérique par exemple pour faire les plannings, etc. Quels horaires de travail, discuter sur les horaires de travail pour améliorer finalement les conditions de travail. Comment on discute aussi sur l'aménagement des horaires de travail. Alors c'est vrai que vous êtes dans un secteur particulièrement, qui a des caractéristiques très particulières puisque vous n'avez pas, les salariés sont effectivement au domicile et de fait les lieux, les espaces collectifs, les espaces de discussion, il y en a peu. Donc il faut effectivement les organiser. Il faut prévoir de discuter avec les salariés et les employeurs autour des conditions de travail, autour des situations de travail. Et la NACT, elle vous propose des outils, des démarches pour justement mettre en place ce type de discussion, mettre en place des plans d'action pour ensuite aller vers des améliorations. Alors, donc, pardon oui. Pour l'interruption, mais du coup, c'est bien un dialogue social et une organisation qui va se faire au sein de chaque structure. Absolument. Il faut que dirigeants et représentants du personnel soient d'accord pour entamer une démarche pour se dire on va travailler sur les horaires, sur les tout ce que vous venez de citer, de manière à pouvoir avancer et travailler en amont de l'inaptitude. C'est bien ça ? Absolument, absolument. Et il y a un facteur aussi, un élément qui est aussi très important à discuter, à travailler aussi pour prévenir les inaptitudes ou pour prévoir des réorientations, le cas échéant, si effectivement la situation de travail ne permet plus le maintien en emploi, c'est aussi de travailler sur les enjeux de réorientation, de mobilité professionnelle. Donc ça aussi, c'est des discussions qu'il est important d'avoir dans le cadre d'un dialogue professionnel. Alors après, comment on accompagne tout ça ? On a accompagné encore récemment les structures, alors notamment un dispositif qui s'appelle les cafés de la performance. Monsieur Ndiaye pourra en parler aussi dans un instant. Les cafés de la performance, ça permet à des dirigeants de discuter entre eux, d'identifier finalement quelles sont leurs principales problématiques et d'en tirer des plans d'action pour ensuite aller vers de l'amélioration. Alors, je vous cite juste récemment, on a fait une synthèse des travaux qu'on a menés avec plus de 60 structures franciliennes qui identifient en fait comme principale problématique, je pense que ça va vous parler, les difficultés de recrutement, le turnover qui génère des difficultés sur la qualité de service, qui produit effectivement une mauvaise qualité de service ou en tout cas qui a un impact, le vieillissement des salariés, donc ça c'est un gros enjeu aussi à discuter, à travailler, et la complexité des prises en charge qui s'amplifie en fait, notamment des attentes des familles de plus en plus complexes, difficiles, etc. Donc ensuite, tirant de ces enseignements, effectivement, on fait travailler les dirigeants autour de quelles solutions on met en place, etc. Donc, mais ça se fait effectivement notamment à travers les plateformes qui vont pouvoir elles aussi ensuite prendre le relais et faire l'accompagnement sur l'ensemble de ces démarches. Peut-être une question, parce qu'on parle beaucoup plateforme, on parle beaucoup Île-de-France. Oui. On n'est pas tous en Île-de-France. Patrice, tu, me semble-t-il, est dans un autre département. Est-ce que ce type de plateforme existe ? Et comment, à ton niveau, l'inaptitude, comment tu l'as mise en place ? Qu'est-ce qui existe dans ta région ? Et voilà, comment on peut aller plus loin quand on n'est pas en Île-de-France ? Non, alors nous on est partout en France, mais moi personnellement je suis dans un joli département qui est la Mayenne. Non, plus sérieusement, c'est quand Aline et la CFTC en général m'ont convié à cette table ronde. Évidemment, on se connaît trop et depuis trop longtemps et on travaille ensemble, donc je t'ai spontanément dit oui. Et en même temps, c'est très ambitieux sur 1 heure à 5 d'aborder un sujet aussi vaste et complexe. Complexe parce qu'on est tous différents et que chaque jour est différent. Et que, évidemment, ce sujet, il doit être travaillé avec tout le monde, qu'on soit particulier employeur, entreprise, association. D'ailleurs, on parle de structure chez nous. Hein. Il y a le milieu associatif. Monsieur a rappelé les CSS, il a eu raison. J'ai été vice-président du comité de filière. Vous voyez, on ne s'est pas présenté. C'était à ça que je parle. Voilà, et j'ai pu essayer de fédérer tous les acteurs.
Et la taille aussi est importante, c'est-à-dire que dans tous les cas, le plus important, c'est l'écoute et la proximité. Puisque on a tous les cas de figure. On a évidemment des cas de figure où on a juste parfois des baisses de morale. On a des cas de figure où on a vraiment un poste de travail qui n'est plus adapté parce que la personne a soit contracte un handicap, et il n'y a pas que le vieillissement. Hein. J'ai 61 ans, j'ai la chance d'être aujourd'hui en bonne santé et je me sens complètement encore en forme et en capacité de travailler. Puis on a des gens qui, à 35 ans, ont des difficultés et il faut qu'on les accompagne. Donc le dialogue, évidemment, et l'écoute et la compréhension sont indispensables. Et puis après, il y a plein d'outils. Et on ne le répète jamais assez, mais c'est la prévention qui est le plus important. Donc les entretiens individuels, les entretiens annuels, c'est l'encadrement intermédiaire. Donc la médecine du travail a un rôle aussi important. Donc évidemment, il faut anticiper. Et puis, on a tous les jours des cas où, malgré tout ce travail qui a été fait, des cas qui arrivent. Et donc là, on a tous les cas de figure. On a des gens qui sont dans le déni parce qu'en fait, ils ne sont plus aptes. Mais surtout, ils veulent surtout pas qu'on les aide parce qu'en fait, ils veulent aller au bout. Alors des fois, on dit qu'ils sont courageux, mais c'est plus du courage. Mais il faut les aider à pas tomber dans la bêtise. Mais je le respecte trop. Hein. Mon papa était ouvrier maçon et je l'ai trop vu être épuisé le soir. Mais la fierté du travail manuel, il se plaignait jamais, quoi. Donc on a ces cas de figure-là. On a des gens aussi ça arrive aussi, il y a des employeurs qui trichent, mais il y a aussi des salariés qui trichent. C'est pas un sujet tabou, donc il faut essayer de regarder tout ça. En tous les cas, ce qui est très compliqué, il faut bien comprendre aussi que pour certaines petites structures, c'est économiquement dangereux puisque l'inaptitude a des incidences financières aussi importantes. Et certaines entreprises fuient parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça aussi, alors c'est pas ici qu'on va le traiter, mais est-ce que c'est financièrement à l'entreprise de supporter ce qui s'est peut-être passé 20 ans ou 30 ans avant dans d'autres entreprises? Mais c'est pas le sujet de cette table ronde, mais il faut aussi aborder ces sujets. Donc, en tous les cas, le conseil qu'on peut donner à tout le monde, qu'on soit salarié, qu'on soit structure, quelle que soit sa forme, c'est le dialogue. Il y a plein d'outils. Il y a plein de structures, vous en avez ici, là, alors soit les services de l'État, soit des structures, la médecine en est une autre, il y a tout un tas de gens qui sont là, et j'ai été, moi, actif, évidemment, on s'est connus là, Aline, il y a quelques années, mais à chaque fois, la difficulté, c'est quand les gens ne s'écoutent pas, et n'essayent pas de se comprendre. C'est toujours pareil, quoi. C'est du dialogue, de l'écoute, mais surtout aussi les contrôles, à mon sens, ne sont pas assez nombreux, mais des contrôles parfois aussi plus pédagogiques pour aller aider. On est un secteur où il y a beaucoup de création, des gens qui, à mon sens, alors on voit bien aussi, hein, tu l'as cité avec ton cas personnel, le maintien à domicile est encore un autre sujet. Parce qu'en fait, on a des situations de travailleurs isolés et ça vient rendre encore les choses plus complexes. Quand on est dans des métiers où on travaille en équipe, on a des équipes, on a des chefs d'équipe, on a de l'entraide entre collègues. Dans le service à la personne, on est très souvent, majoritairement, en situation de travailleurs isolés. Ça veut dire que quand la personne travaille, il n'a pas son encadrant qui est automatiquement à côté, et on ne peut pas corriger des fois alors ce qu'on appelle, je vais essayer d'employer des mots, enfin l'ergonomie, mais en tous les cas, des fois, c'est la bonne posture, c'est ça. Bon geste professionnel. Et monsieur a parlé de tout à l'heure d'e-learning. Le e-learning, il sert aussi à former quand on a de l'encadrement, à corriger tout ça. Donc, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de formation. Il faut que tout le monde dans l'entreprise soit impliqué. Et ça, c'est le bon côté du syndicalisme que je défends. Il n'y a pas assez de salariés syndiqués. Il n'y a pas assez de bons salariés syndiqués. Il n'y a pas assez. On a trop galvaudé à un moment donné. On a mis les gens les uns contre les autres. On n'a jamais réussi en mettant les gens les uns contre les autres. Jamais.
Merci Patrice. Alors c'est un vrai bonheur quand tu participes aux tables rondes parce que en général c'est les organisations de salariés qui citent les entretiens annuels, qui citent la prévention, etc. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, à être systématiquement dans l'opposition, on ne gagne jamais. Et pourquoi ça fait 20 ans, Patrice, que on s'invite et on travaille ensemble parce que le dialogue social, ça me parle, ça te parle. Et je pense que toutes les personnes autour de la table, on est dans cette même logique. Et donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice. On a eu des exemples de ce qui se passe sur les plateformes. On sait ce que vous faites au Club 92. Au niveau du particulier employeur, je sais, Véronique, qu'il y a eu des grandes avancées par rapport à la médecine du travail, qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais ça avance parce qu'il y a des acteurs comme le syndicat du particulier employeur qui a envie que les choses changent pour aller dans le sens d'une prévention. Mais je vais te le laisser en parler toi-même. Alors, le particulier employeur par rapport effectivement aux structures est très isolé, c'est-à-dire le salarié est isolé, mais également le particulier employeur. Et le nerf de la guerre, c'est l'information. L'information n'est pas toujours accessible à tous, notamment pour les personnes d'un certain âge qui n'ont pas accès au système d'information. Donc il est vraiment important d'aller apporter l'information à ces gens qui ne peuvent pas l'obtenir. Les salariés sont isolés, effectivement, les syndicats sont là pour apporter un lien, mais faut-il encore qu'il soit connu ? C'est ça le problème aussi pour ces salariés. En matière de prévention, on peut faire de la prévention. D'ailleurs, sur nos sites internet, je crois que c'est important que les organisations qui s'occupent des particuliers employeurs puissent davantage prévoir ce qui peut se passer. Et il y a aussi un élément important que je peux voir au sein avec nos adhérents, particuliers employeurs, c'est que les salariés qui sont en difficulté de santé ne le disent pas. Certains même ne présentent pas leur arrêt de travail pour éviter d'être arrêtés. Parce qu'ils se disent, je perds mon travail, je perds mon emploi, qu'est-ce que je deviens ? Donc effectivement, il faut pouvoir accompagner ces gens. Il faudrait pouvoir imaginer des possibilités de changer de métier au sein même de la branche du particulier employeur pour éviter effectivement, par exemple sur les mauvaises postures, quand on porte des personnes âgées, faire autre chose, faire d'autres métiers, travailler peut-être même sur le domicile, sur le confort, pour se reposer et pouvoir faire d'autres choses et éviter des soucis de santé, prévenir l'inaptitude. Mais quand elle est là, alors chez le particulier employeur, c'est très difficile puisque les services de santé au travail, les particuliers n'en avaient strictement aucune connaissance. Les avancées du secteur font que maintenant, c'est une obligation pour eux et il va y avoir une certaine avancée. Il faut attendre que ça se mette en place. Ça ne va pas se faire en 5 minutes, c'est certain, mais il y a des personnes ici dans la salle de très bonne volonté pour avancer sur ce secteur-là. Mais en attendant, lorsque l'inaptitude intervient, c'est très compliqué pour le particulier tout seul. Et souvent, le salarié qui se trouve en état de santé compliqué, il travaille pour 10, voire plus de personnes. Donc ce n'est pas seulement un particulier qui est impacté, c'est beaucoup de particuliers. Et l'inaptitude d'origine professionnelle rejaillit sur l'ensemble des particuliers. Donc juridiquement, il y a en plus des choses à régler. Je crois que la branche devra s'en saisir pour pouvoir trouver des solutions pour l'ensemble des particuliers. Et les services mandataires sont également concernés. Je suis entièrement d'accord, Véronique. Et je suis persuadée que le syndicat du particulier employeur va œuvrer dans le sens là, puisque c'est des choses dont tu as la conviction. Ce que je voudrais juste dire, c'est que on le voit, il y a des choses qui sont mises en place. On a entendu parler des plateformes, on a entendu parler de prévention, tous les uns et les autres. Malgré tout, à un moment donné, ça passe plus et l'inaptitude, elle est là. Et il y a juste un petit moment où il faudrait réussir à parler en toute liberté et pas avoir peur de dire les choses, de pas avoir peur de dire à son employeur quand on est salarié du particulier employeur, je suis désolé, je suis en arrêt de travail. Quand on est dans une entreprise, ne pas hésiter à dire écoutez, je suis encore en arrêt de travail, je suis désolée, mais
Là, c'est compliqué parce que je me suis soignée, je suis revenue, mais en fait, au niveau des gestes, je retourne dans la même difficulté. Et voilà, on me dit d'aller voir le médecin du travail. Moi, l'inaptitude, ça me fait peur parce que moi, j'ai 45 ans, j'ai pas envie de m'arrêter de travailler. Qu'est-ce que je peux faire ? Et là, le discours, le dialogue, il est important. Vous l'avez tous dit. Et il y a des dispositifs qui existent. Et on n'arrive pas à faire le lien entre inaptitude et projet de transition professionnelle, par exemple. Pourtant, c'est du gagnant-gagnant, autant pour le salarié que pour l'employeur. Pourquoi je dis ça ? Parce que un projet de transition professionnelle avec la dernière réforme, ce sont les AT Pro. Donc le salarié va demander à son employeur l'autorisation de partir en projet de transition professionnelle. L'employeur va peut-être refuser une fois parce que il n'est pas prêt, il faut lui laisser un petit peu de temps, mais il ne peut refuser qu'une fois. Après, c'est de droit. Ensuite, il faut monter le dossier de projet de transition professionnelle. Et pourquoi aujourd'hui la CFTC, on parle d'inaptitude, etc. Parce que on est à la CFTC, on siège dans toutes les instances, y compris dans les AT Pro, et accompagner un salarié pour monter un dossier, accompagner un entrepreneur qui veut accompagner un salarié qui sait qu'il n'est plus en capacité d'accomplir son travail, mais qui veut pas qu'il parte avec rien parce que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble et qu'on pose bien ensemble. Et donc même un employeur se dit j'ai pas envie de laisser partir mon salarié comme ça, et donc je veux construire quelque chose. Et le projet de transition professionnelle, pendant tout le temps où le salarié va être en formation, l'employeur va continuer à verser la rémunération salariée, mais il va être remboursé par les AT Pro. Et donc, financièrement, c'est du gagnant-gagnant, puisque le salarié se forme sur un nouveau métier ou sur, même s'il reste dans le même secteur d'activité. Véronique, tu disais le particulier employeur, il y a plein de métiers, il y a les entreprises de service à la personne, c'est 26 métiers différents. On peut rester dans le secteur d'activité, mais changer de métier par rapport à la pathologie qu'on a. Et donc, ce projet de transition professionnelle, il n'est pas forcément vers l'externe, mais il va permettre aux salariés d'apprendre un nouveau métier, les nouveaux gestes, et de pouvoir regarder son avenir professionnel, non pas comme une fin, mais comme un nouveau début. L'intérêt pour l'employeur, c'est que quand le salarié a terminé son projet de transition professionnelle, que ce soit pour aller en structure, comme c'est souvent porté au niveau des plateformes, vous avez construit des parcours particuliers, mais d'une manière générale, plutôt que de partir en inaptitude, l'employeur, quand le salarié part en inaptitude, il lui verse un certain nombre d'indemnités sur l'ancienneté, sur l'inaptitude, etc. C'est une somme, ça a un impact sur des structures, et si on en a trop, ça peut amener à la fermeture de la structure. Le projet de transition professionnelle, le salarié va pouvoir continuer à exercer une activité professionnelle et ne va pas être dans ce moment où je touche une somme d'argent, mais après, derrière, j'ai plus d'avenir professionnel. Donc, les dispositifs existent, parlons-en, échangeons et donnons les moyens qu'il y ait une vie professionnelle après la déclaration d'inaptitude. Nadine. Oui, Nadine, je voudrais effectivement rappeler que pour la DRIETS, on a effectivement, et avec les plateformes, on leur demande effectivement de bien prendre en compte qu'une personne ne peut pas travailler toute une carrière dans le champ des SAP. Il faut absolument accepter cette réalité. Une personne ne peut pas travailler pendant toute sa carrière dans le domicile. Et nous avons toujours défendu, en tout cas la DRIETS, a défendu la logique de parcours. On a demandé effectivement aux plateformes, qui sont un vecteur, j'insiste, les plateformes, c'est un outil pour nous. C'est un outil au niveau des territoires. On a effectivement demandé aux plateformes de suggérer
aux entreprises, aux structures, pour être très clair, associatifs ou non associatifs, de suggérer effectivement que les salariés, à un moment ou à un autre, puissent faire un conseil en évolution professionnelle. D'une part, un conseil en évolution professionnelle, c'est accessible pour tous les salariés. Et d'autre part, on a suggéré fortement aux plateformes de rappeler que la VAE existe. Aujourd'hui, la VAE permet un certain nombre de reconnaissances sur des blocs de compétences. Et cette passerelle possible d'évolution, on le défend très fortement parce qu'il faut construire pour les personnes qui sont au domicile une évolution de carrière. Et ça ne peut pas se faire uniquement au domicile. Ça peut se faire dans le champ médico-social, ça peut se faire sur le champ beaucoup plus large, du social, mais il faut accepter ce principe. Voilà. Merci. Et oui, juste le CEP a été cité, le Conseil en évolution professionnelle. Autant vous avez tous entendu parler du CPF, le compte personnel de formation. Tout le monde le connaît, on a entendu parler des dérives, etc. Mais le Conseil en évolution professionnelle, c'est un des regrets de la CFTC, c'est que nous, on avait demandé que pour que, avant d'actionner son compte personnel de formation, on puisse rencontrer son CEP. C'est quoi un conseiller en évolution professionnelle? Il y en a dans chaque département et c'est totalement gratuit. Alors, rien n'est gratuit dans la vie. Ils sont financés par rapport aux contributions de la formation professionnelle. On est bien d'accord. Mais un salarié peut aller rencontrer son conseiller en évolution professionnelle et faire un point avec lui avant de commencer à dire je vais utiliser mon compte personnel de formation pour faire telle ou telle formation ou je vais faire un bilan de compétences. C'est rencontrer un professionnel gratuitement et pouvoir avoir en face de soi quelqu'un qui connaît le monde du travail, qui connaît les organismes de formation, qui connaît les parcours et qui va pouvoir être un appui gratuit et pouvoir dire attendez, avant de faire un bilan de compétences, regardez, vous avez tel parcours, etc. On peut en parler ensemble, etc. Dans un second temps, peut-être qu'effectivement, il faudra faire un bilan de compétences. Et même sur le choix du bilan de compétences, il y a tellement d'acteurs. Un bilan de compétences en 7 heures ou en 48 heures, c'est pas la même chose. Un organisme de formation qui propose une formation, telle ou telle formation, le conseil en évolution professionnelle, il va pouvoir accompagner et guider dans les méandres de la formation professionnelle et des choix d'évolution. Donc, merci de l'avoir cité et dit parce que nous, on trouve que le conseil en évolution professionnelle, on n'en parle pas suffisamment. Et donc, si vous vous demandez où est votre conseiller en évolution professionnelle près de chez vous, c'est mon-cep.org et vous avez juste à taper votre code postal et ça vous met en contact avec le conseiller en évolution professionnelle le plus proche de chez vous et qui va pouvoir vous accompagner sur un projet de transition professionnelle, sur un premier emploi, sur une réflexion de comment je peux évoluer dans ma structure. Je suis bien dans ma structure, mais je voudrais évoluer. Et ben, ça va être la validation des acquis et de l'expérience dont parlait Eddy. Donc, ce sont des outils qu'il faut connaître. Il y a des opérateurs de compétences qui existent. On a cité tout à l'heure l'OPCO Santé, qui a beaucoup travaillé avec les plateformes, sur les entreprises de services à la personne et le particulier employeur, c'est l'OPCO des entreprises de proximité. Au dernier rang, là-bas, vous avez un représentant de l'OPCO-EP qui pourra répondre à toutes vos questions. C'est le jeune homme avec le tour de cou bleu, voilà, qui se lève. Donc, s'il y en a qui ont des questions sur la formation professionnelle, il est là aussi. Pardon, je voulais le dire parce que j'avais oublié de le dire avant. Merci. Donc, en fait, c'est ce que disait M. Kouati. Je pense que la prévention des risques, nous, on est parti d'un constat, c'était le baromètre social qu'on avait fait en 2016 avec l'ARACT, avec la DRIETS et l'ensemble des structures de plateformes, etc. C'était de dire qu'on se blessait plus au domicile que sur un chantier.
entre-temps, ce qui peut paraître d'ailleurs paradoxal, parce que le chantier, il y a beaucoup plus de danger dans un chantier que dans un domicile. Donc une fois ce diagnostic a été posé, donc, nous avons mis en place avec les collègues un plan d'action. Et ce plan d'action, on parle bien sûr formation, mais on parle avant toute chose prévention. On parle aussi mise en place d'actions concrètes. Parce que selon l'accord national interprofessionnel de 2020, il s'agissait aussi de faire de cet enjeu de la QVCT un outil, un levier RH au service des entreprises. Parce que notre secteur a du mal à recruter déjà. Nous avons du mal à intéresser des publics capables d'accompagner des personnes âgées, d'accompagner des familles au domicile. Donc l'enjeu, la pénurie de recrutement. Ensuite, l'autre enjeu, c'était de garder les salariés qui sont au travail. Pour la plupart, la moyenne d'âge est une quarantaine d'années. Donc c'est des personnes qui vont peut-être bientôt rentrer en dépendance ou avoir besoin d'être accompagnées. Parce qu'il me semble qu'on est senior à partir de 45 ans ou 46 ans. Je pense que ça arrive parfois, très rapidement. Et notre camarade disait, il n'y a pas d'âge pour être malade, il n'y a pas d'âge pour avoir mal au dos, etc. Donc c'est la prévention, mais c'est surtout de faire de cet enjeu un levier de recrutement, d'attractivité des métiers, du service à la personne. Nous, concrètement, sur CAP 92, nous avons développé plusieurs actions. Et je peux passer tout l'après-midi à vous expliquer toutes les actions que nous mettons en place, mais je veux en choisir quelques-unes. D'abord, nous avons mis en place une hotline sociale, parce qu'on avait l'habitude des hotlines juridiques, etc., du service après-vente, mais nous, on a mis une hotline sociale qui est une ligne d'écoute téléphonique avec au bout du fil des assistantes sociales qui sont formées, qui connaissent parfaitement le territoire, mais qui connaissent surtout le réseau des assistantes sociales du département. Cette hotline sociale a deux objectifs. D'abord, de fournir un premier niveau d'information aux salariés qui appellent, mais surtout de leur proposer un suivi social. Nous sommes sur des dossiers de surendettement, nous sommes sur de la violence conjugale, nous sommes sur des questions de mobilité, des freins de mobilité, nous sommes sur des problématiques aussi d'accès au logement, parce que c'est le directeur de service à la personne qui est à la fois psychologue, qui est à la fois agent immobilier, qui est à la fois assistante sociale. Donc pour le décharger de ces tâches hyper importantes, mais pour qu'il puisse se concentrer à son cœur de métier, nous avons créé cette hotline sociale. Chaque année, nous recevons 163 appels en moyenne de salariés qui ont besoin d'être accompagnés aussi sur les démarches administratives. Le renouvellement du titre de séjour, parce qu'il y a des personnes qui arrivent, leur carte de séjour arrive à expiration, et les personnes âgées ne veulent rien comprendre, et elles ont le droit, parce qu'elles veulent avoir la même personne qui les accompagne, parce qu'il y a une affinité qui s'est créée, il y a une relation de confiance aussi. Donc nous agissons sur ces démarches administratives. Ensuite, nous avons mis en place, nous avons participé depuis 2 ans à la mise en œuvre de la Journée nationale des aides à domicile. Concrètement, on met en place des ateliers manucure, des ateliers pédicure, des ateliers aussi massage des mains, parce que le but du jeu, l'enjeu, c'est de prendre soin des personnes qui prennent soin des autres. Parce que, et surtout, on s'est dit, il ne faudrait pas que ça soit juste une seule journée de l'année, mais il faudrait que ce soit tous les jours. Donc nos adhérents, nos partenaires sont assez, on va dire, instruits sur ce fait-là. Et dans chaque structure, il y a des accompagnements qui se font au cours de l'année. C'est des événements calendaires, par exemple. C'est la galette des rois, on offre une petite galette. C'est aussi récemment Octobre Rose. On a saisi cette opportunité pour parler aussi prévention du cancer du sein, pour parler aussi prévention du cancer du col d'utérus. Et on y travaille avec la Ligue de cancer. C'est véritablement pour vous donner comme ça une palette de toutes les actions qui émergent des territoires et qui sont au service des salariés pour leur permettre d'être bien dans leur poste de travail et qu'il y ait une meilleure ambiance. Mais, et c'est là où je vais terminer, on s'est rendu compte que malgré tous ces efforts, malgré toute cette espérance-là, il faut engager la direction. Donc lorsque la direction elle est convaincue, elle est engagée, eh bien, elle est capable de mettre en œuvre dans sa structure des parcours d'accompagnement à la qualité de vie au travail, mais surtout de désigner un référent dans chaque structure qui est chargé d'animer, on va dire, cet enjeu, mais qui est chargé de suivre le plan d'action. De dire que
en telle année, on a fait tant d'actions. Parce que nous, on considère que la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui se vit. C'est vraiment quelque chose de concret. Il faudrait en aucun cas que ça soit une chose théorique. Merci. Véronique, un mot? Oui, je voulais dire quelque chose d'important, c'est que on oublie souvent que les salariés qui travaillent pour les particuliers employeurs sont les mêmes salariés qui travaillent pour les associations, qui travaillent pour les structures, qu'elles soient en mode mandataire ou en prestataire. Ce sont les mêmes. Et nos branches se sont séparées, c'est vrai, avec des conventions collectives différentes, mais ce sont les mêmes personnes, avec les mêmes problématiques, au domicile des mêmes gens. Donc je pense que ce serait important qu'on se regarde tous les uns les autres et qu'on se parle un peu plus entre les branches professionnelles. D'ailleurs, les syndicats de salariés sont là pour faire leur lien, puisqu'ils connaissent bien les salariés. Et je pense que c'est une piste à suivre pour les années qui vont venir. Merci Véronique. Alors c'est vrai que pour la CFTC c'est beaucoup plus facile. Pourquoi parce que là où chez d'autres syndicats on va avoir la partie entreprise va être plutôt sur le côté service, vente. Nous à la CFTC, qu'on soit salarié dans une entreprise, dans une association, dans le particulier employeur, dans un CCAS, c'est la Fédération Santé Sociaux. Et donc, on va pouvoir construire des parcours et les salariés, on va pouvoir les accompagner, qu'elles soient dans une association la journée et que le week-end, elles fassent quelques heures. On va leur expliquer la différence entre... Parce que vous dites à un salarié, la convention collective, la branche professionnelle, franchement, ça veut rien dire pour la majorité des salariés du secteur. Par contre, leur expliquer que quand elles sont dans une association, ce sont les règles de l'association qui s'appliquent. Quand elles font le week-end ou le soir des heures en mode mandataire ou en chèque emploi-service, ce sont les règles du particulier employeur et de la branche du particulier employeur. Ce sont d'autres règles. Et donc, c'est pour ça que depuis 12 ans, la CFTC est présente au salon. On distribue des clés USB aux salariés avec les différentes conventions collectives parce que souvent, une même salariée, elle va avoir différents employeurs et elle va avoir des employeurs qui vont être assos, entreprises et particuliers employeurs. J'ai des salariés qui ont les trois tout au fil du mois. Donc, il faut faire du lien, il faut créer et il faut être sur des parcours et des discours communs et rechercher ensemble comment travailler sur les points d'achoppement. Et pour moi, le point d'achoppement, je parle au titre de la CFTC, c'est l'inaptitude. L'inaptitude, c'est pour moi l'échec ultime, autant pour l'employeur que pour le salarié. Et donc, il y a des choses à faire, il y a des choses qui existent, on l'a dit, au niveau de la prévention, etc. Mais il y a encore d'autres choses à inventer. Et la reconversion, le projet de transition professionnelle, avant qu'il ne soit trop tard et avant que je sois reconnue inapte, c'est pour nous quelque chose qui n'a pas encore été travaillé suffisamment et sur lequel nous, on veut aller encore plus loin, on veut communiquer et on veut aider à accompagner et les salariés et les structures pour leur faire comprendre que laisser partir un salarié en reconversion, c'est du gagnant-gagnant. Faire partir un salarié en inaptitude, c'est du perdant-perdant parce que ne serait-ce que pour sa marque employeur, pour les collègues, c'est un collègue de plus qui part en inaptitude. L'employeur, il nous respecte pas, il fait pas assez. Quand dans une structure, à la place d'une inaptitude, on a un projet de transition professionnelle et on a un salarié qui part vers autre chose et que l'employeur le met en valeur parce qu'il y a un pot, je sais que ça se fait chez certains, je veux dire chez Patrice, quand on met à l'honneur le départ vers autre chose, c'est aussi sa marque employeur qu'on travaille. Et quand on parle d'attractivité, ça passe par tout ça. On ne peut pas dire qu'on va être attractif quand on est dans des salaires bas, et les salaires bas, ça n'est pas, je suis désolée, que de la faute des employeurs et c'est même pas de la faute des employeurs. On a confié des missions au département
et on leur a pas donné le budget en face. Résultat, on a des barèmes qui font que les structures n'ont pas le droit de payer ou n'ont pas la possibilité de payer les salariés à la hauteur qu'il faudrait d'une part, et d'autre part, les temps d'échange qui existaient, les temps de concertation, les temps où moi j'étais responsable de secteur, où on échangeait et j'avais une nouvelle qui disait oh là là, j'ai été chez Madame Pierre et en fait j'ai bien fait le frigo comme c'était marqué sur la mission et parce que elle regarde pas les dates et elle est très conservatrice. J'ai tout jeté à la poubelle et en fait quand je suis revenue le lendemain, elle avait tout remis dans le frigo. Comment vous faites? Et là les collègues qui disent ah ben non mais nous chez Madame Pierre on part avec la poubelle, on fait et on emmène la poubelle. Donc ces échanges de pratiques, c'est aussi ça qui faisait que ça fonctionnait. Et avec la modification, la réforme, le transfert au département sans les transferts de fonds, on a perdu toutes ces heures d'échange qui faisaient que on était dans des structures, on échangeait avec l'employeur et on n'était pas le salarié, c'est l'ennemi de l'employeur, l'employeur c'est l'ennemi du salarié. C'est pas vrai, c'est faux. On peut travailler ensemble et il n'y a que ça qui fonctionne correctement. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je remercie tous les participants. On a déjà passé l'heure qu'on devait passer ensemble. Un grand merci à vous et à très bientôt. En tout cas, l'année prochaine au salon, la CFTC sera présente avec vous, j'espère, pour porter d'autres projets ou pour aller plus loin sur le sujet. Merci à tous.